Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Comment préparer sa FIV ? C'est une question que je reçois super souvent. Que ce soit par mail, via les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est une question que je reçois vraiment plusieurs fois par semaine et en toute franchise, j'adore cette question. Pourquoi j'adore cette question ? Parce que ça montre que tu es actrice de ton projet. Ça montre que tu n'es pas juste dans une attente passive, ça montre que tu n'es pas juste en train de subir tout un process médical, mais que tu prends vraiment les choses en main et que tu as conscience que tu as toi aussi un rôle à jouer et ça va te permettre justement d'avancer main dans la main avec le corps médical pour maximiser tes chances de grossesse. Et ça vraiment, je trouve ça super. Donc bravo à toi si tu te poses la question, vraiment tu peux être fier de toi, c'est génial. C'est vrai que, comme je te le disais, c'est une question que je reçois vraiment très souvent et dans l'idéal, une fécondation in vitro, ça se prépare au moins 3 mois en amont. Alors je dis au moins 3 mois parce que c'est le temps de régénération cellulaire, c'est le temps nécessaire au corps pour finalement mettre en pratique, ou en tout cas que tu puisses constater les premiers effets positifs de tout ce que tu mets en place. Alors parfois ça peut venir évidemment un petit peu plus rapidement, mais j'aime rappeler que le corps n'est pas une machine, d'accord ? Donc on a besoin de temps pour que tout ce qu'on met en place agisse sur le corps. Alors parfois quand même, c'est pas forcément possible de pouvoir se préparer 3 mois en amont parce que la date est déjà planifiée et que tu n'as pas 3 mois devant toi. Alors si c'est le cas, je te rassure, ce sera de toute façon bénéfique. Tout ce que tu mets en place sera de toute façon bénéfique. Maintenant, dans ce cas-là, dis-toi qu'il faut idéalement appliquer le maximum de conseils, mais bien sûr selon le temps disponible. Dis-toi que mieux vaut fait que parfait et que tout ce que tu vas mettre en place, ça ne peut de toute façon que augmenter tes chances. Donc tente-le, peu importe le temps que tu as devant toi par rapport à cette prochaine fécondation in vitro. Les 5 conseils que j'ai envie de te donner, on va les parcourir ensemble. Le premier, c'est à mon sens ce qui est le plus simple à mettre en place parce qu'on va parler d'alimentation. C'est évidemment manger sainement, tu t'en doutes. Manger sainement, c'est super important. Alors quand je dis manger sainement, attention dans ce que je dis, je le prends alors toujours avec des pincettes bien sûr parce que chaque personne est différente et qu'il est toujours important d'avoir une alimentation qui corresponde à son propre profil, que ça ne dégénère pas sur des tics, ou en tout cas sur des problèmes d'alimentation, ce ne serait évidemment pas le but, mais dans l'idée de manger sainement, pour moi le plus simple à mettre en place, c'est d'éviter tout ce qui va être source d'inflammation. Le corps aujourd'hui, avec tout un tas de choses, dont les perturbateurs endocriniens, dont l'alimentation ultra transformée, tout ce genre de choses, ça contribue justement à augmenter l'état inflammatoire du corps. On est hyper nombreuses à avoir un côté plutôt inflammatoire au niveau de l'organisme et je m'inclus dedans parce que j'ai moi aussi longtemps eu cet aspect inflammatoire. Donc c'est important de se dire quand on regarde déjà en termes de profil pathologique, si je prends rien que le SOPK et l'endométriose, ce sont bien sûr des pathologies qui sont inflammatoires. Donc la première chose à faire, c'est d'éviter tout ce qui va être transformé, tout ce qui va être bourré de sucre, bourré d'acides gras saturés, tout ce qui n'est pas bon, j'ai envie de dire pour le corps. Ça c'est la première chose à faire et c'est à mon sens le plus simple. Pense surtout à tout ce qui est consommation de polyphénol, d'antioxydants, etc. C'est tout ce qui va te permettre justement d'apaiser cet état inflammatoire. L'état inflammatoire, il faut bien dire que
ça coince, si tu veux, en termes de nidation, en termes d'implantation de l'embryon et aussi de maintien de la grossesse. L'objectif, c'est pas uniquement d'être enceinte, mais c'est de maintenir la grossesse jusqu'à terme. Et donc, l'état inflammatoire n'est pas très propice à ça. Donc, plus tu vas apaiser l'organisme, mieux ce sera. Et donc, pour ça, eh bien, rien de tel que de consommer du curcuma, du curry, du thé vert éventuellement, sauf si tu as des carences en fer. Dans ce cas-là, le thé vert est plutôt déconseillé. Mais voilà, ce sont des épices qui ne peuvent te faire courir aucun risque. Si je prends le curcuma, le curry, le gingembre, ce genre de choses, eh bien, c'est idéal justement pour apaiser l'inflammation. Tout ce qui va être antioxydant, la vitamine D aussi, sont des choses qui vont vraiment te permettre, eh bien, d'apaiser ce côté inflammatoire. C'est hyper bénéfique. Donc vraiment, je t'invite à commencer par ça. Ce sera déjà énorme. Ensuite, l'important va être de réduire les 3 types de stress. Alors, c'est quoi les 3 types de stress ? On en a déjà parlé dans des épisodes précédents, mais je te fais un petit rappel. Les 3 types de stress que tu vas avoir, le premier, eh bien, c'est le stress émotionnel. C'est l'ascenseur émotionnel que tu peux vivre avec les essais bébés. Alors, pour ce stress-là, plutôt que de penser en permanence « je dois pas stresser, je dois pas stresser, je dois pas stresser », ce qui va avoir pour effet d'augmenter ton niveau de stress, donc c'est un peu paradoxal à l'effet recherché, je t'invite plutôt du coup à penser à te détendre et à te poser la question en permanence de dire tiens, comment est-ce que je peux me détendre ? Comment est-ce que je peux me sentir plus apaisée ? Comment est-ce que je peux, me sentir détendue, me sentir plus sereine ? À toi de trouver le mot qui te plaît, qui t'intéresse, qui te convient, plutôt que justement mettre le focus sur l'arrêt du stress, parce que ton cerveau n'entend que le mot stress et donc il va mettre le focus sur ce qu'il entend. Donc pense plutôt en termes de détente, de sérénité, de zénitude, choisis le mot qui te vient, mais en tout cas travaille sur ce stress émotionnel parce que c'est évidemment très important. Ça engendre un effet d'oxydation, ça augmente aussi le côté inflammatoire de l'organisme dont on vient de parler, donc vraiment le stress émotionnel, fais ce que tu peux pour l'apaiser. Après le stress émotionnel, eh bien, il y a aussi le stress physique qui est à prendre en considération. Alors, qu'est-ce que j'entends par le stress physique ? Ça va passer évidemment par l'alimentation, comme on vient d'en parler, mais ça peut aussi venir d'un stress physique au sens premier du terme, c'est-à-dire si tu as un travail qui est hyper intense, si tu as une pratique sportive hyper intense, ce genre de choses, eh bien, ce sera peut-être bien de te ménager en préparation de ta prochaine fécondation in vitro. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le stress environnemental. Et bien ça, c'est lié à tout ce qui est perturbateur endocrinien. Tu sais, donc toutes ces substances que tu vas trouver dans les produits que tu vas utiliser. Alors, produits cosmétiques, bien sûr, mais pas uniquement. Ça peut être des produits de consommation en termes de ménage. Ça peut être de la lessive, ça peut être plein de choses, mais ce sont aussi les ustensiles de cuisine, par exemple. Donc vraiment, fais attention et limite le plus possible les perturbateurs endocriniens. C'est vraiment quelque chose de très 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 néfaste. J'en parle régulièrement dans mes articles sur le site internet, donc je te mettrai le lien dans la description de cet audio. Mais je t'invite vraiment à consulter ces articles parce que les perturbateurs endocriniens, il y en a vraiment partout. Et pris individuellement, ma foi, ça pourrait encore passer, mais la grosse problématique d'aujourd'hui, eh bien, c'est l'accumulation et la fréquence d'utilisation. On est tous soumis à des doses qui ne sont plus du tout sans danger, loin de là. On commence seulement à s'en rendre compte. Il est temps parce que ça fait des années que ces choses-là sont en circulation, qu'on les utilise, qu'on les consomme, etc. Et on se rend compte aujourd'hui, évidemment, des effets dramatiques que ça peut avoir sur la santé. Donc pendant tes essais bébés et évidemment tout au long de ta grossesse et même après pour bébé, eh bien pense vraiment à fuir tous ces perturbateurs endocriniens. Ensuite, je t'inviterai bien sûr à faire attention à toutes tes carences. Fais en sorte d'éviter d'être carencé. Fais en sorte d'avoir une complémentation qui est la plus qualitative possible. Pour la complémentation la plus qualitative, il y a toujours une marque que je recommande encore et toujours parce que actuellement cela reste les meilleurs sur le marché, tant au niveau de la composition que au niveau de la qualité du produit, qu'au niveau du dosage et en plus de l'emballage, parce que pour moi aussi ça rentre dans les critères. Si tu prends une complémentation qui est correcte mais que l'emballage est bourré de perturbateurs endocriniens, c'est faire un pas dans un sens et deux dans l'autre. Et je suis pas fan de ce genre d'approche. Les compléments que je recommande, parce qu'ils sont
il coche pour moi en quelque sorte tous les critères qui sont importants, eh bien ce sont les compléments alimentaires de Nutrine. Je recommande toujours concept 1 pour les femmes et concept 2 pour les hommes. Ça reste vraiment, toujours à l'heure actuelle, la complémentation la plus qualitative du marché. Elle convient également aux personnes qui ont une mutation du gène MTHFR, c'est-à-dire plus de 80% des cas, des personnes en tout cas qui sont confrontées à l'infertilité. Donc j'aime autant te dire qu'il vaut mieux veiller à ce que les vitamines B soient en version méthylée. Et c'est ce que te propose Nutrine. Donc tu peux évidemment retrouver le lien dans la description de ce podcast, mais vraiment ça reste les compléments alimentaires les plus qualitatifs du marché, donc voilà pourquoi je les recommande. Ensuite, veillez à avoir suffisamment de traitements jusqu'au bout. C'est un conseil qui peut te sembler évident en termes de préparation de ta FIV, mais je t'assure que c'est pas aussi gagné qu'il n'y paraît. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Et vraiment, je te parle en toute connaissance de cause. C'est que parfois, tu as l'impression que c'est OK au niveau des traitements, et puis tu vas t'apercevoir qu'il va manquer tel ou tel produit, que à la pharmacie tu t'y es prise peut-être un peu tard et que le délai d'attente pour obtenir le médicament il est de plusieurs jours et que tu risques ou de tomber à court ou de ne pas pouvoir l'avoir à la bonne date, etc. Donc vraiment, prends-toi suffisamment à l'avance pour le traitement, et la même chose si tu fais appel à une infirmière à domicile pour tes injections. Tu peux bien sûr te les faire toi, ça peut être ton chéri aussi qui fait, ou ta chérie qui fait les injections, ça c'est tout à fait envisageable, mais si tu décides de faire appel à un professionnel de santé, si tu décides de faire appel à une infirmière, un infirmier, eh bien veille à ce que tout soit OK pour lui, tout bien calé, et veille aussi à lui demander si cette personne a déjà fait des injections dans le cadre de la PMA. Parce que, et l'idée n'est pas du tout de te faire peur, mais encore une fois d'anticiper les ennuis, c'est que j'ai déjà vu des situations où ce personnel médical n'était pas forcément formé et n'avait pas forcément les bons gestes, les bons mélanges produits, etc. Donc c'est important que tout soit bien calé en amont. Ça t'évitera un stress, mais juste énormissime en dernière minute. Donc vraiment, anticipe, planifie, c'est un des meilleurs conseils que tu peux avoir, même si je sais que ça paraît évident, mais pourtant tu serais surprise de voir combien de fois il y a des dérapages par rapport à ça. C'est vraiment essentiel pour moi d'anticiper et de planifier les traitements. Ensuite, c'est le 5e conseil, c'est de veiller à dormir suffisamment et aussi à horaires réguliers, bien évidemment. Donc c'est idéalement d'aller dormir tous les jours à peu près à la même heure et idéalement avant 23h. Pourquoi ? Parce que tu as une horloge interne qu'on appelle aussi un rythme circadien, et cette horloge interne, elle a besoin d'un rythme régulier jour-nuit. Pourquoi ? Parce que il y a ce qu'on appelle une production de mélatonine qui va rentrer en compte. Et donc la mélatonine, c'est quoi ? C'est une hormone qui va lutter contre le vieillissement des cellules, si tu veux. Elle va réduire le stress oxydatif et elle augmente la fertilité féminine, tu vois. Donc c'est vraiment un conseil qui est très important, qui peut encore une fois paraître simple, mais il s'avère que cela permet véritablement d'augmenter les chances de succès d'une fécondation in vitro. Il y a des études qui ont été menées là-dessus, et donc vraiment le fait d'avoir un sommeil qui est récupérateur, aller dormir, j'ai envie de dire à 23h, mais te réveiller toutes les 2 heures, te retourner dans tous les sens et pas savoir dormir, c'est pas l'idéal non plus. Donc, veille à régler les problèmes de sommeil en amont, parce que ça te permettra vraiment d'être en forme, et surtout ça permettra à ton corps d'avoir toutes les ressources nécessaires pour cette fécondation in vitro. Et puis, allez, un petit dernier conseil pour la route, un petit conseil bonus, c'est de faire en sorte de garder ton corps bien au chaud. Pourquoi je te dis ça ? Parce que en médecine traditionnelle chinoise, on considère que pied froid égale utérus froid. Et donc ça, c'est vraiment un truc que tu dois garder en tête, c'est d'avoir une température corporelle plutôt haute, et donc de veiller à ne pas avoir les pieds froids. Mais par exemple aussi, tout bêtement, de bien sécher tes cheveux avant de sortir. Tu sais, si tu laves tes cheveux, moi avant, j'avais tendance à sortir comme ça et à les laisser sécher naturellement, surtout en été. Mais en réalité, c'est par les extrémités que la chaleur, s'en va. Et donc vraiment, sèche bien tes cheveux avant de sortir. C'est un petit conseil tout simple, mais ça va te permettre de maintenir ta température corporelle stable. Et ça aussi, c'est vraiment important. Ces conseils-là, tout ce que je viens de t'expliquer maintenant,
Eh bien, ce sont des conseils qui sont extraits du programme Réussir sa FIV. Ce programme-là est aujourd'hui disponible via le lien dans la description de cet épisode. Et si tu veux, c'est un accompagnement qui va te permettre de distinguer les 3 phases de la fécondation in vitro, c'est-à-dire le avant, pendant, après. Parce que je me rends compte à quel point on ne sait pas ce qu'on peut faire avant, on ne sait pas quoi faire pendant et encore moins après. Et donc l'idée, eh bien, c'est que tu puisses vraiment avoir une sorte de mode d'emploi, si tu veux, de la fécondation in vitro pour maximiser tes chances de réussite en 3 phases, avant, pendant, après. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.